Le soleil se couchait sur Paris alors qu'Étienne Dubois sortait de son ascenseur privé. Une autre journée fructueuse au bureau signifiait un autre million sur son compte en banque. À 35 ans, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, costumes de créateur, voitures de luxe et une vue qui rendait les autres milliardaires jaloux. Mais ce soir-là, il ne s'agissait pas d'affaires. Ce soir-là, il s'agissait de s'amuser avec ses riches amis. Le voilà, l'homme lui-même. Richard Moreau leva son verre de whisky écossais alors qu'Étienne entrait dans le bar exclusif sur le toit du cercle de l'Union interalliée. Autour de la table étaient assis les habitués, tous prospères, tous riches et tous ennuyés, par leur vie parfaite. « Tu es en retard, » dit Jacques Lefebvre, regardant sa Patek Philippe. « On venait juste de discuter de ta dernière acquisition. On a entendu dire que tu avais racheté Thomson Industries sans même te fatiguer. » Étienne desserra sa cravate et prit un verre à un serveur qui passait. « Que puis-je dire? J'aime gagner. C'est ton problème, Dubois, » intervint Victoria Delacroix, ses lèvres rouges se courbant en un sourire. « Tu n'as jamais rien perdu. La vie est trop facile pour toi. » Les autres hochèrent la tête en signe d'accord. Ils faisaient tous partie du même cercle exclusif. Des gens qui avaient tellement d'argent qu'ils devaient inventer de nouvelles façons de se sentir vivants. C'est ainsi que leur jeu de paris a commencé. Chaque mois, ils se défiaient mutuellement de faire quelque chose d'extraordinaire. Les enjeux étaient toujours élevés, mais le frisson en valait la peine. À ce propos, Richard se pencha en avant, les yeux brillants de malice. « On a un nouveau pari pour toi. Étienne, quoi qu'il en soit, je suis partant. » Étienne n'hésita même pas. Il ne le faisait jamais. Victoria pointa du doigt le jardin du Luxembourg, visible de leur point de vue. « Tu vois cette femme sur le banc? La sans-abri » Étienne regarda où elle pointait. Même d'ici, il pouvait distinguer la silhouette dont elle parlait. Une grande femme en vêtements usés était assise seule, mangeant quelque chose dans un sac en papier. « Marie-là », dit simplement Richard. La table se tut. Même pour leur pari extravagant, c'était extrême. Étienne prit une lente gorgée de son verre. « Condition? 1 an ?» expliqua Jacques. « Tu dois rester marié pendant 1 an complet. Pas de contrat prénuptial. Elle a le droit de vivre dans ton appartement, d'accéder à ton argent. Le tout. Et si je gagne ?» Victoria sortit son téléphone. « On met chacun 10 millions. Cela fait 40 millions pour toi si tu tiens le coup pendant 1 an. Et si je perds? Tu nous paies chacun 10 millions, ricana Richard. Et en plus, tu dois admettre publiquement que tu n'es pas aussi invincible que tu le crois. » Étienne se leva et redressa sa veste. La plupart des gens les auraient traités de fous. La plupart des gens auraient été offensés. Mais Étienne Dubois n'était pas comme la plupart des gens. Plus le risque était grand, plus il l'appréciait. « Accordez, dit-il, finissant son verre. Regardez et apprenez. » Il prit l'ascenseur privé jusqu'au rez-de-chaussée, ses chaussures coûteuses claquant sur le sol en marbre. Alors qu'il traversait la rue pour se rendre au jardin du Luxembourg, il pouvait sentir ses amis le regarder d'en haut. Ce seraient les 40 millions les plus faciles qu'il ait jamais gagnés. La femme ne leva pas les yeux lorsqu'il s'approcha. De près, elle était encore plus en désordre. Cheveux bruns emmêlés, vêtements surdimensionnés qui avaient connu des jours meilleurs, et baskets usées. Elle mangeait un morceau de pain rassis, complètement inconsciente du fait que sa vie allait changer. « Excusez-moi, » dit Étienne, utilisant la même voix douce qui avait conclu d'innombrables affaires. Elle leva les yeux, et pendant un instant, Étienne fut pris au dépourvu. Malgré son apparence, ses yeux étaient clairs et intelligents. Il l'étudiait avec une acuité inattendue. « Puis-je vous aider ?» Sa voix était douce, mais ferme. « En fait, j'ai une proposition à vous faire. » Il s'assit sur le banc, gardant une distance prudente. « Je m'appelle Étienne Dubois. L'homme d'affaires ?» Elle leva un sourcil. « Je vous ai vu dans les papiers. » Cela le surprit. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle le reconnaisse. « Oui, c'est exact. Et vous êtes ?» « Claire. Claire Dupont. Eh bien, Claire Dupont, aimeriez-vous m'épouser ?» Elle ne poussa pas un cri. Elle ne sauta pas de joie. Au lieu de cela, elle plia soigneusement le sac en papier avec son pain restant et se tourna vers lui complètement. Pourquoi? C'était une question si simple, mais elle le déséquilibra. Il s'attendait à la désespoir, à la gratitude, ou au moins au choc. Pas à cette calme interrogation. « Parce que je peux vous donner tout ce dont vous avez besoin, » reprit-il, rapidement.
Un foyer, de la nourriture, des vêtements, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous avez à faire est de m'épouser et de rester marié pendant 1 an. Et qu'est-ce que vous obtenez de cela? Étienne esquissa son sourire habituel. Disons simplement que j'ai mes raisons. Claire resta silencieuse pendant un long moment, le regardant avec ses yeux étrangement perspicaces. Enfin, elle parla. C'est un pari, n'est-ce pas? Pour la première fois depuis des années, Étienne sentit ses joues rougir. Est-ce que ça a de l'importance? Non, dit-elle simplement. J'aime juste savoir dans quoi je m'engage. Elle se leva, enlevant les miettes de ses vêtements usés. Très bien, monsieur Dubois, je vous épouserai. Du bar sur le toit, ses amis regardèrent Étienne emmener Claire à sa voiture qui attendait. Il riait probablement déjà, planifiant comment dépenser son argent quand il finirait inévitablement par abandonner. Mais Étienne n'était pas inquiet. Ce n'était qu'un autre jeu et il ne perdait jamais au jeu. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Claire Dupont allait changer toutes les règles. Le lendemain matin, l'avocat d'Étienne faillit faire une crise cardiaque lorsqu'il entendit parler des projets de mariage. Ils étaient assis dans le bureau d'Étienne au dernier étage de la Tour Eiffel, avec ses fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Pas de contrat prénuptial? Avez-vous perdu la tête? Harold Bernard avait été l'avocat d'Étienne pendant 15 ans, et il n'avait jamais vu son client agir avec autant de témérité. Savez-vous ce que cela signifie? Elle pourrait prendre la moitié de tout. Étienne s'appuya en arrière sur sa chaise en cuir, amusé par la réaction d'Harold. Détendez-vous. Ce n'est que pour 1 an. Après ça, on obtiendra un divorce discret, et je serai plus riche de 40 millions. Et si elle ne veut pas d'un divorce discret? Et si elle se bat pour chaque centime? Faites-moi confiance, dit Étienne avec confiance. Je sais ce que je fais. Mais Harold n'avait pas fini. Au moins, laissez-moi faire une enquête de moralité sur elle. Inutile. Le mariage est demain. Demain? Harold s'effondra sur une chaise. Étienne, s'il vous plaît. C'est fait, l'interrompit Étienne. Préparez simplement les papiers. Et Harold, pas un mot à ce sujet à personne, surtout à la presse. Après le départ de son avocat, Étienne passa quelques coups de fil. Cet après-midi-là, il avait tout organisé. Une cérémonie simple à l'hôtel de ville de Paris, une nouvelle garde-robe pour Claire livrée à son appartement, et une équipe de coiffure et de maquillage à portée de main. Lorsque son chauffeur amena Claire à l'appartement, elle portait toujours les mêmes vêtements usés que la veille. Elle regarda autour du vaste salon avec ses meubles modernes et son art abstrait, absorbant tout tranquillement. La chambre est au bout de ce couloir, indiqua Étienne. Je resterai dans la chambre d'amis. Les stylistes seront là dans 1 heure pour vous aider à vous préparer. Tout ce qui se trouve dans le placard est à vous. Claire hocha la tête, puis le surprit en demandant « Avez-vous des livres? Des livres? Oui, des livres. Des choses que les gens lisent. » Pendant un moment, Étienne ne savait pas si elle se moquait de lui. « La bibliothèque est derrière ces portes. Servez-vous. » Elle alla à la bibliothèque sans autre mot, laissant Étienne debout là, légèrement déséquilibré. Ce n'était pas comme ça qu'il s'attendait à ce qu'elle réagisse. Où était l'excitation, la gratitude, les cris de joie devant les vêtements de créateurs? Lorsque les stylistes arrivèrent, ils trouvèrent Claire recroquevillée dans un fauteuil en cuir, profondément absorbée par un livre sur la théorie économique. Ils échangèrent des regards confus, mais se mirent au travail. 5 heures. Plus tard, ils avaient accompli ce qu'ils appelaient un miracle. Les cheveux, emmêlés de Claire, étaient maintenant propres et coiffés, tombant en douces vagues au-delà de ses épaules. Son visage, nettoyé et soigneusement maquillé, révélait une peau claire et des yeux expressifs. La robe de créateur qu'il avait choisie, bien que simple, mettait en valeur sa silhouette plus ample au lieu d'essayer de la cacher. Mais le plus grand changement n'était pas physique. Il y avait une dignité chez elle que même des vêtements coûteux ne pouvaient pas donner. Elle se tenait avec une confiance tranquille qui mettait Étienne mal à l'aise, bien qu'il ne puisse expliquer pourquoi. La cérémonie à l'hôtel de ville de Paris fut rapide et sans émotion. Claire dit « oui » de la même voix calme qu'elle avait utilisée dans le parc. Les amis d'Étienne regardèrent de l'arrière, contenant à peine leur rire. Victoria enregistrait tout sur son téléphone, prévoyant probablement de le montrer lors de fêtes pendant des années à venir. De retour à l'appartement, Marie, la femme de ménage d'Étienne, avait préparé un petit dîner. Alors qu'ils étaient assis à des extrémités opposées de la longue table à manger,
Le silence devint inconfortable. « Alors, dit enfin Étienne, quelle est votre histoire? Comment avez-vous fini, vous savez, sans abri ?» Claire prit une gorgée d'eau. « J'ai choisi de l'être. Ce n'était pas la réponse à laquelle il s'attendait. Vous avez choisi d'être sans abri? J'étais professeur à Sciences Po. Économie et théorie sociale. Il y a 3 ans, j'ai décidé de faire l'expérience de ce que j'avais enseigné, de comprendre la pauvreté non pas comme un concept académique, mais comme une réalité. » Étienne posa sa fourchette. « Vous plaisantez. Vous pouvez vérifier, docteur Claire Dupont. J'ai toujours mon poste, techniquement. Je suis en congé sabbatique prolongé. Si c'est vrai, pourquoi avoir accepté de m'épouser ?» Elle le regarda avec ses yeux déconcertants. « Parce que, monsieur Dubois, vous faites également partie de ce que j'étudie. L'élite riche qui traite la vie comme un jeu parce qu'elle n'a jamais eu à faire face à de vraies conséquences. » Étienne sentit son visage devenir rouge. « Ce dîner est terminé. »« Bien sûr, » dit Claire calmement, se levant. « Merci pour le repas. Et ne vous inquiétez pas, je jouerai mon rôle dans votre pari. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas le seul à observer cette expérience. » Elle alla à la bibliothèque, laissant Étienne seul avec ses pensées. Pour la première fois depuis le début de ce pari, il se demanda s'il avait fait une terrible erreur. Cette nuit-là, allongé dans son lit de chambre d'amis, Étienne ne pouvait pas dormir. Il pouvait entendre Claire bouger dans la bibliothèque, le son doux des pages qui se tournent. Il prit son téléphone, tentait de faire ce que son avocat avait suggéré et de faire une enquête de moralité. Mais quelque chose l'arrêta. Peut-être était-ce de l'orgueil ou peut-être était-ce le sentiment troublant que Claire Dupont n'était pas quelqu'un dont la vie pouvait être réduite à quelques entrées de base de données. Quoi qu'il en soit, il posa le téléphone et fixa le plafond, écoutant les sons silencieux de sa nouvelle épouse lisant dans l'autre pièce. Dans le monde des affaires, Étienne était connu pour sa capacité à lire les gens instantanément. C'est ce qui a fait de lui un homme d'affaires si prospère. Mais Claire était un mystère. Et s'il y avait une chose qu'Étienne Dubois détestait, c'était de ne pas être aux commandes. Pendant ce temps, dans la bibliothèque, Claire écrivait dans un petit carnet qu'elle avait apporté, avec elle, jour 1. Le sujet présente des signes typiques du syndrome des privilèges de la richesse. Déconnexion complète de la réalité masquée par une confiance artificielle. Observation plus approfondie nécessaire. Elle ferma le carnet et regarda la ville scintillante en contrebas. Cette année serait certainement intéressante, mais peut-être pas comme Étienne Dubois s'y attendait. La nouvelle du mariage soudain d'Étienne Dubois s'est répandue dans la haute société parisienne comme une traînée de poudre. Les colonnes de potins n'en pouvaient plus. Qui était cette femme mystérieuse qui avait conquis le célibataire le plus convoité de la ville? D'où venait-elle? Quel était son secret? As-tu vu ça? Victoria entra en trombe dans le bureau d'Étienne un matin, jetant un magazine sur son bureau. La couverture montrait une photo floue de Claire sortant d'une librairie avec le titre « La mystérieuse épouse de Dubois, la vérité derrière le mariage choquant ». Étienne la regarda à peine. Cela fait 2 semaines. Ils trouveront autre chose dont parler bientôt. Ce n'est pas le problème. Victoria se pencha sur son bureau. Elle te rend ridicule. Hier, on l'a vu prendre le métro. Le métro, Étienne. Et elle porte toujours ses vêtements simples de grands magasins alors qu'elle a accès à tes cartes de crédit. Peut-être qu'elle n'est tout simplement pas intéressée par le shopping. Les yeux de Victoria se rétrécirent. Est-ce que tu la défends? Bien sûr que non. Je me fiche simplement de ce qu'elle fait tant qu'elle respecte notre accord. Mais la vérité était que le comportement de Claire avait commencé à lui irriter les nerfs. Elle ne demandait jamais d'argent. Elle ne faisait jamais de folie shopping. Elle n'essayait jamais de montrer son nouveau statut. Au lieu de cela, elle passait ses journées à lire dans la bibliothèque ou à se promener dans la ville, observant les gens avec ses yeux réfléchis. Un soir, Étienne rentra tôt et trouva Claire dans la cuisine avec Marie, sa femme de ménage. Elles riaient ensemble en préparant le dîner, la farine leur saupoudrant les vêtements. « Monsieur Dubois !» Marie se redressa rapidement. « Je suis désolé pour le désordre. Madame Dubois voulait apprendre à faire des crêpes. »« C'est bon !» dit Étienne, surpris de constater qu'il le pensait. La cuisine sentait incroyablement bon, et il ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il avait entendu de véritables rires dans sa maison. « Aimeriez-vous vous joindre à nous ?» demanda Claire, s'essuyant les mains sur un tablier. « Marie m'apprend la recette de sa grand-mère. »
Avant qu'il ne puisse s'arrêter, Étienne se retrouva à dire oui. Ce soir-là, assis au comptoir de la cuisine au lieu de la salle à manger formelle, mangeant des crêpes maison et écoutant les histoires de Marie sur sa famille au Mexique, quelque chose d'étrange se produisit. Pour la première fois depuis des années, Étienne se sentit normal. Mais le moment paisible ne dura pas. Le lendemain, Richard et Jacques l'ont pris en embuscade dans sa salle de sport privée. « On doit parler de ta femme », dit Jacques, alors qu'il faisait semblant de s'entraîner. « Elle a posé des questions en ville. Sur nous, sur nos affaires. » Étienne posa ses poids. Quelle sorte de questions? Le genre de questions qui pourraient causer des problèmes. Richard s'essuya le visage avec une serviette. Savais-tu qu'elle était une sorte de professeur? Qu'elle étudiait l'impact socio-économique des inégalités de richesse ou une absurdité de ce genre? Elle a mentionné quelque chose à ce sujet, dit Étienne prudemment. Eh bien, ce n'est pas juste une femme sans abri que tu as ramassée. Elle est dangereuse. Elle pourrait révéler des choses sur nos pratiques commerciales qu'on préférerait garder secrètes. Étienne sentit une colère familière monter. Personne ne le menaçait, pas même ses amis. « Vous vous inquiétez pour ma femme ou vous vous inquiétez pour vous-même ?»« Les deux, » dit Jacques brutalement. « Occupe-toi de ça, Étienne. Sinon, on devra le faire. » Ce soir-là, Étienne attendit Claire dans la bibliothèque. Elle entra tard, portant plusieurs carnets et un sac à emporter du petit restaurant chinois du coin. « On doit parler, » dit-il. Claire s'assit calmement, ouvrant son contenant de nourriture. « Des pratiques commerciales illégales de tes amis ? Qu'est-ce que tu fais exactement ?»« Des recherches. » Elle prit une bouchée de ses nouilles. « C'était notre accord, souviens-toi. Tu obtiens ton pari, je peux observer. Et j'observe des choses très intéressantes. Ta, si tu essaies de nous faire chanter. » Claire rit vraiment. « Monsieur Dubois, si je voulais exposer la comptabilité créative et le délit d'initié de vos amis, je l'aurais déjà fait. Je ne suis pas intéressé à détruire des vies. Je comprends comment des gens comme vous justifient leurs actes à eux-mêmes. » Étienne se leva et se mit à arpenter la pièce. « Vous vous croyez supérieur, n'est-ce pas? Vous vivez dans la rue par choix. Vous nous étudiez comme des rats de laboratoire. Mais vous êtes tout aussi mauvaise, utilisant les gens pour vos propres desseins. La différence, c'est que je suis honnête à ce sujet. » La voix de Claire resta ferme. « Dites-moi, est-ce que cela vous dérange plus que je puisse exposer les crimes de vos amis ou que je ne joue pas le rôle que vous attendiez? Le cas de Charité reconnaissant qui vous vénère pour votre générosité? Sortez, » la voix d'Étienne était froide. « Faites vos bagages et sortez de ma maison. Non, non, non. » Claire posa sa nourriture. « Nous avions un marché, 1 an. Si vous le rompez maintenant, vous perdez le pari. Votre réputation, votre argent et surtout votre réputation parfaite de ne jamais perdre. Votre ego peut-il supporter cela ?» Ils se regardèrent dans un silence tendu. Finalement, Étienne se détourna. « Restez loin des affaires de mes amis. » « Ou quoi ?» La voix de Claire était presque douce. « Vous me rappellerez que je suis juste une femme sans abri que vous avez épousée pour un pari. Que je devrais être reconnaissante? Allez-y. Mais rappelez-vous, monsieur Dubois, j'ai choisi de vivre dans la rue. Vous avez choisi de vous moquer du mariage pour de l'argent dont vous n'avez même pas besoin. Lequel de nous devrait vraiment avoir honte ?» Après son départ, Étienne se versa un verre et regarda les lumières de la ville. Il avait fait face à des rachats hostiles, à des conseils d'administration en colère et à des concurrents impitoyables. Mais d'une manière ou d'une autre, cette femme qui ne possédait rien avait plus de pouvoir sur lui que n'importe lequel d'entre eux, parce qu'elle voyait à travers lui, à travers eux tous. Et cela la rendait plus dangereuse que n'importe quel rival commercial. Dans sa chambre, Claire ajouta à son carnet « Jour 15. Le sujet montre des signes de conflit moral. La façade du contrôle confiant se fissure. La question demeure, y a-t-il quelque chose de véritable sous la surface ou est-ce tout cela fait partie du jeu ?» Elle regarda l'alliance à son doigt. Une simple bague qu'Étienne avait achetée sans réflexion ni sentiment. Bientôt, elle devrait décider s'il fallait utiliser ce qu'elle avait appris pour exposer la corruption qu'elle avait découverte ou continuer à étudier ce monde étrange de privilèges et de pouvoirs, mais pour l'instant, elle avait des crêpes à finir et d'autres observations à faire. Après tout, l'année ne faisait que commencer. 1 mois après leur mariage, tout a changé. Cela a commencé par un gala de charité, l'un de ces événements fastueux
où les riches se pavanent pour faire semblant de se soucier des moins fortunés. Étienne devait y assister, ce qui signifiait que Claire devait également y aller. « Portez quelque chose d'approprié », lui dit-il ce matin-là, sans lever les yeux de son téléphone. Victoria amène quelques journalistes de Le Point. Claire le surprit en acceptant sans discuter. Mais lorsqu'elle apparut ce soir-là, Étienne faillit laisser tomber son verre. Elle portait une simple robe noire qui épousait ses courbes au lieu de les cacher. Ses cheveux étaient élégamment coiffés et son maquillage était parfait. Elle avait l'air magnifique. « Marie m'a aidé à me préparer », dit-elle en remarquant son regard. « Allons-y ». La salle de bal de l'hôtel Plaza Athénée était pleine de l'élite parisienne. Dès qu'ils sont entrés, tous les regards se sont tournés vers eux. Étienne pouvait entendre les chuchotements, voir les doigts pointés. Mais Claire a traversé tout cela, la tête haute, comme si elle y appartenait. « Chérie ». Victoria fit un bisou aérien sur les joues de Claire, les yeux perçants de curiosité. « Nous ne vous voyons jamais à ces événements. Trop occupés avec vos... Comment appelez-vous cela? Recherche? Quelqu'un doit étudier comment vit l'autre moitié, sourit Claire gentiment. Bien que ce soir, je sois plus intéressée par la part de ce dîner à 10 000 € par assiette qui va réellement à la charité. Le sourire de Victoria se figea. Avant qu'elle ne puisse répondre, le directeur de la charité appela tout le monde à ses tables. Étienne et Claire étaient assis avec le maire de Paris et sa femme. Madame Dubois, la femme du maire, se pencha avec empressement. « Nous avons tant entendu parler de vous. Une histoire si fascinante, de sans-abri à la haute société. Vous devez nous raconter comment vous y êtes parvenu. » Étienne se raidit, attendant que Claire expose leur arrangement, mais elle le surprit à nouveau. « Parfois, la vie prend des tournants inattendus, » dit-elle simplement. « Mais je suis plus intéressée par votre initiative pour les centres d'hébergement, pour sans-abri. Je crois comprendre que la ville réduit son financement. » Le maire faillit s'étouffer avec son vin. « Eh bien, oui, des contraintes budgétaires. Intéressant. » La voix de Claire porta à travers la table. « Surtout, depuis que j'ai remarqué que le bureau du maire vient d'approuver des permis de construire pour 3 nouveaux développements de luxe appartenant à Sterling Industries. » Elle sourit à Richard Moreau, assis à proximité. La même société qui a fait un don si généreux à la campagne de réélection du maire. Un lourd silence tomba sur la table. Étienne voulait la traîner hors de là, mais il ne pouvait pas faire de scène. « Vous avez fait vos devoirs, » dit le maire sèchement. « Je le fais toujours. Peut-être pourrions-nous discuter de la manière de rediriger une partie de ces frais de développement vers les services sociaux? J'ai des données fascinantes sur les avantages économiques du soutien au programme pour les sans-abri. » Pendant l'heure suivante, Claire a dominé la conversation. Elle a parlé de statistiques sur la pauvreté, de développement urbain et de responsabilité sociale avec une telle autorité que même Étienne s'est retrouvé à l'écouter. La femme du maire prenait des notes sur sa serviette. 2 membres du conseil d'administration d'autres entreprises ont demandé les coordonnées de Claire. « Qu'est-ce que vous faites ?» chuchota Étienne lorsqu'ils eurent un moment. « Seul. Je fais une différence, dit-elle. N'est-ce pas à cela que ces événements sont censés servir ?» Avant qu'il ne puisse répondre, Jacques Lefebvre apparut avec une jeune femme au bras. « Étienne, avez-vous rencontré Rebecca? Elle vient de rejoindre notre équipe juridique. » Rebecca était tout ce que Claire n'était pas, mince, parfaitement soignée et clairement de leur monde. Elle sourit à Étienne avec un intérêt évident. « J'ai tellement entendu parler de vous, monsieur Dubois. S'il vous plaît, appelez-moi Étienne. » Claire observa cette interaction, les sourcils levés. Lorsque Rebecca toucha le bras d'Étienne en riant à sa blague, Claire s'excusa pour prendre l'air. Elle trouva un balcon tranquille surplombant la ville. La nuit était fraîche et elle pouvait entendre la circulation en bas. Le monde réel, si différent de cette bulle de richesse et de privilèges. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. » Elle se retourna pour trouver Richard, Moreau la regardant. « On me le dit souvent. Arrêtez la comédie. » Sa voix devint froide. « Nous savons que vous n'êtes pas juste une universitaire qui fait des recherches. Vous essayez de nous exposer, n'est-ce pas? Vous vous en prenez à nos entreprises, à nos relations politiques. » « J'essaie de vous comprendre, » corrigea Claire. « Vous tous, comment vous justifiez de prendre aux pauvres pour donner aux riches? Comment vous dormez la nuit en sachant que vos actions blessent de vraies personnes, comme si vous vous souciez des vraies personnes, » railla Richard. « Vous ne faites que jouer un jeu comme nous. Mais laissez-moi vous donner un conseil, reculez.
avant que les choses ne deviennent désagréables. Claire fit un pas vers lui. « Est-ce une menace, monsieur Moreau ? Un avertissement d'un ami. Je ne crois pas que vous connaissiez le sens de ce mot. » À l'intérieur, Étienne parlait encore à Rebecca lorsqu'il remarqua que Claire n'était pas revenue. Il la trouva sur le balcon, seule, l'air préoccupé. « Prête à rentrer à la maison ?» demanda-t-il, se surprenant lui-même en lui offrant son bras. Le trajet de retour vers l'appartement fut silencieux. En arrivant, Claire se dirigea directement vers la bibliothèque, mais Étienne l'arrêta. « Vous vous en êtes bien sorti ce soir. » Elle se retourna, l'étudiant. « Vraiment ? Je pensais vous avoir embarrassé. Vous l'avez fait. » Mais il lutta avec les mots. « Vous avez aussi soulevé de bons points. Attention, monsieur Dubois. Vous semblez presque développer une conscience. » Mais ses yeux étaient plus doux que d'habitude, et pendant un instant, quelque chose passa entre eux. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec les paris ou les recherches. Plus tard. Ce soir-là, Claire écrivit dans son carnet « Jour 32 ». Le sujet montre une profondeur inattendue. Une véritable préoccupation pour les questions sociales émerge. Une connexion personnelle se développe au-delà des paramètres expérimentaux. Cela pourrait compliquer l'observation objective. Elle ferma son carnet et se toucha la poitrine, sentant son cœur battre plus vite que d'habitude. Cela devenait plus compliqué qu'elle ne l'avait prévu. Car pendant un instant sur ce balcon, lorsqu'Étienne l'avait regardée avec quelque chose comme du respect dans les yeux, elle avait oublié que tout cela n'était qu'une expérience, et c'était dangereux. Car d'après son expérience, se soucier des gens qui voyaient la vie comme un jeu ne menait qu'à des chagrins d'amour. Le lendemain matin du gala de charité, Étienne se retrouva à observer Claire depuis son bureau à domicile. Elle était dans le salon en train de parler à la fille adolescente de Marie, Sophia, qui passait parfois après l'école en attendant que sa mère finisse son travail. « Mais je ne comprends pas ces problèmes de mathématiques », disait Sophia, la frustration évidente dans sa voix. « Les mathématiques sont juste une autre langue », répondit Claire patiemment. « Tiens, laisse-moi te montrer une autre façon de les voir. » Pendant l'heure suivante, Claire décomposa l'algèbre complexe en étapes simples. À la fin, Sophia résolvait les problèmes toute seule, un grand sourire sur le visage. « Vous êtes une très bonne professeure », dit Sophia en rangeant ses livres. « Les enfants du centre d'hébergement doivent vous aimer. » La tête d'Étienne se releva brusquement. « Centre d'hébergement ? Quel centre d'hébergement ?» Après le départ de Sophia, il confronta Claire. « C'est quoi cette histoire de centre d'hébergement ?» Claire ne sembla pas surprise qu'il ait entendu. « Je suis bénévole au centre d'hébergement d'urgence Les Anges Gardiens, 3 fois par semaine. J'enseigne les mathématiques de base et l'éducation financière. Depuis quand ? Depuis la 2e semaine de notre mariage. Je ne vais pas rester assise dans votre appartement luxueux toute la journée, à ne rien faire. » Étienne passa sa main dans ses cheveux frustrés. « Vous auriez pu le mentionner. Cela vous aurait-il intéressé ?» La question resta suspendue entre eux, inconfortable et honnête. La vérité était que, jusqu'à récemment, il n'y aurait probablement pas prêté attention. Ce week-end-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Étienne avait une rare journée de congé, et au lieu d'aller à sa partie de golf habituelle avec Richard et Jacques, il se retrouva à conduire jusqu'au centre d'hébergement d'urgence Les Anges Gardiens. Il se dit qu'il ne faisait que vérifier Claire, s'assurer qu'elle ne causait pas de problème. Mais lorsqu'il entra et la vit enseigner à un groupe de personnes, certains sans abri, d'autres ayant simplement du mal à joindre les deux bouts, il ne put pas se résoudre à partir. Claire était différente ici. Son visage s'illuminait lorsqu'elle expliquait les concepts de budgétisation, ses mains bougeant avec animation, tandis qu'elle dessinait des diagrammes sur un tableau blanc. Les gens autour d'elle ne la regardaient pas avec jugement, ou curiosité comme au gala. Ils la regardaient avec respect. « Monsieur Costume de Créateur va nous rejoindre ou juste rester là ?» Un homme plus âgé aux traits fatigués s'exclama, faisant que tout le monde se retourne pour regarder Étienne. Les yeux de Claire s'écarquillèrent légèrement, mais elle se remit rapidement. « Tout le monde. Voici mon mari, Étienne. Étienne, voici ma classe du samedi matin. » Avant qu'il ne sache ce qui se passait, Étienne était assis sur une chaise en plastique, écoutant Claire enseigner aux gens comment établir un budget de base, comprendre les scores de crédit et éviter les prêts prédateurs. « Pourquoi n'expliquez-vous pas les concepts d'investissement ?» demanda soudainement Claire. « Vous êtes l'expert, après tout. »
Pris sur le fait, Étienne commença à parler d'actions et d'obligations, mais réalisa rapidement que sa terminologie habituelle ne fonctionnait pas. Ces gens avaient besoin de conseils réels et pratiques. Il changea donc de vitesse, décomposant les concepts financiers complexes en termes simples, tout comme il avait vu Claire le faire avec Sophia. À la fin du cours, il fut surpris de constater qu'il aimait ça. Ces gens posèrent des questions intelligentes, montraient une réelle détermination à améliorer leur vie. Ils ne cherchaient pas des aumônes, ils cherchaient des connaissances. « Vous êtes doué pour ça », dit Claire, alors qu'il se dirigeait vers sa voiture. « Quand vous n'essayez pas d'impressionner qui que ce soit, je n'essayais pas de... » Il s'arrêta, réalisant qu'elle avait raison. Pour une fois, il n'avait pas pensé à son image ou à ce que les autres penseraient. « Vous voulez prendre un café ?» Les mots sortirent avant qu'il puisse les arrêter. Claire sembla surprise, mais hocha la tête. Ils trouvèrent un petit restaurant à proximité, rien de comparable au restaurant cher qu'Étienne fréquentait habituellement. Mais le café était bon, et pour la première fois, ils ont vraiment parlé. « Pourquoi avez-vous vraiment quitté Sciences Po ?» demanda-t-il. La vérité. Claire resta silencieuse un instant, remuant son café. « J'en ai eu assez d'enseigner des théories sur la pauvreté à de riches enfants qui ne l'avaient jamais vécu. Je voulais comprendre l'impact réel de l'inégalité économique. Alors j'ai abandonné mon appartement. J'ai mis mes affaires dans un garde-meuble et j'ai vécu dans la rue pendant 6 mois. C'est fou. Est-ce que oui? Comment pouvons-nous résoudre des problèmes que nous ne comprenons pas vraiment? » Elle le regarda intensément. « Savez-vous ce que j'ai appris? Les gens que j'ai rencontrés n'étaient pas si différents de vos amis riches. Les mêmes rêves, le même désir de sécurité. La seule différence était l'opportunité. Et maintenant, qu'essayez-vous vraiment d'obtenir avec toutes ces recherches? Le changement, dit-elle simplement. Un vrai changement. Pas seulement jeter de l'argent sur les problèmes une fois par an lors de galas fastueux. Étienne pensa aux gens de sa classe, à Sophia qui avait des difficultés en mathématiques, à toutes les choses qu'il essayait habituellement de ne pas voir. « Vos amis ont raison de s'inquiéter, » continua Claire, « parce que si des gens comme vous, des gens qui ont un vrai pouvoir, commençaient à se soucier de ces problèmes, les choses pourraient vraiment changer. C'est pour ça que vous avez accepté ce mariage. Pour essayer de me changer, j'ai accepté parce que j'étais curieuse. L'homme qui épouserait une femme sans abri pour un pari, je voulais comprendre comment quelqu'un pouvait être si déconnecté. Et maintenant, Claire croisa son regard. Maintenant, je pense que vous n'êtes peut-être pas aussi déconnecté que vous le prétendez. L'instant s'étendit entre eux, plein de choses non dites. Puis le téléphone d'Étienne vibra, Victoria demandant à propos d'un dîner d'affaires la semaine prochaine. Le charme fut rompu. Ils rentrèrent à la maison en silence, chacun perdu dans ses pensées. Mais quelque chose avait changé. Ce soir-là, pour la première fois, ils ont dîné ensemble dans la cuisine au lieu de chambres séparées. Comme Claire l'écrivit plus tard dans son carnet, jour 45. Le sujet montre une évolution significative. Un intérêt véritable pour les questions sociales émerge. Une connexion personnelle se développe au-delà des paramètres expérimentaux. Cela pourrait compliquer l'observation objective. Elle ferma son carnet et alla à la fenêtre. Dans le reflet, elle pouvait voir Étienne dans son bureau regardant quelque chose sur son ordinateur. Lorsqu'elle jeta un coup d'œil à son écran plus tard, elle fut surprise de le trouver en train de lire des informations sur les initiatives de microfinance dans les communautés à faible revenu. Peut-être, juste peut-être, ce n'était plus un jeu. 2 mois après leur mariage, les ennuis arrivèrent sous la forme de Rebecca Jones, la belle avocate du gala de charité. Elle a commencé à se présenter au bureau d'Étienne avec des questions sur des contrats qui auraient pu être traités par email. Claire remarqua comment elle semblait toujours attraper Étienne juste avant le déjeuner. « Vous devriez la rejoindre une fois », dit Claire un soir, surprenant tous les deux avec une pointe de jalousie dans sa voix. « Elle veut manifestement déjeuner avec vous. » Étienne leva les yeux de son ordinateur portable. Ils étaient dans le salon, où ils avaient commencé à passer leur soirée. Claire lisant, Étienne travaillant. C'était devenu une routine confortable. Étienne leva les yeux de son ordinateur portable. Ils étaient dans le salon, où ils avaient commencé à passer leur soirée. Claire lisant, Étienne travaillant. C'était devenu une routine confortable, amusée. Ne sois pas ridicule, c'est juste un arrangement, tu te souviens? Mais quelque chose dans sa voix fit hésiter Étienne.
Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Richard Moreau. « Allume-les. Information, maintenant. » Étienne prit la télécommande. La chaîne économique diffusait un reportage spécial, information de dernière minute. Sterling Industries, sous enquête pour corruption. Claire observa le visage d'Étienne pâlir tandis que le journaliste détaillait les allégations de pots de vin, de fraude fiscale et de transactions illégales avec le cabinet du maire, toutes les choses qu'elle avait laissées entendre lors du gala de charité. « As-tu fait ça ?» La voix d'Étienne était dangereusement calme. « Non, dit Claire fermement, mais je ne suis pas surprise que cela arrive. Richard pense que tu as divulgué des informations à la presse. Je ne l'ai pas fait, mais peut-être que quelqu'un à ce gala a commencé à poser les bonnes questions. » Étienne arpenta la pièce, se passant les mains dans les cheveux. « As-tu une idée de ce que cela pourrait faire ? La société de Richard est liée à la mienne. S'il tombe, alors peut-être qu'il est temps de nettoyer vos pratiques commerciales. » « Ce n'est pas si simple. » « Si, c'est aussi simple que ça. » Claire se leva. « Tu ne veux juste pas que ça le soit. » Le lendemain, Étienne rentra chez lui pour trouver Rebecca qui attendait dans le hall de son immeuble. « J'ai entendu parler de Sterling Industries, » dit-elle en touchant son bras. « Si tu as besoin de conseils juridiques, ma femme est en haut, » dit Étienne automatiquement. « Ta femme ?» Rebecca leva un sourcil parfaitement dessiné. « Celle qui est seulement là à cause d'un pari. Tout le monde le sait, Étienne. Ce n'est qu'une question de temps avant que la presse ne le découvre aussi. » Elle s'approcha, son parfum coûteux emplissant l'air. « Tu as besoin de quelqu'un qui comprenne ton monde, quelqu'un qui puisse t'aider à te protéger de scandales comme celui-ci. » Pendant un instant, Étienne fut tenté. Rebecca représentait tout ce qui était familier, sa vieille vie, où les choses étaient simples et tranchées, où l'argent résolvait tous les problèmes et les sentiments ne compliquaient pas les affaires. Mais ensuite, il pensa à Claire. Enseignant au centre d'hébergement, à son désir sincère d'améliorer les choses, à la façon dont elle voyait à travers toutes leurs prétentions. « Bonsoir, Rebecca, » dit-il fermement, entrant dans l'ascenseur privé. Arrivé au penthouse, il trouva Claire dans la cuisine avec Marie, préparant à nouveau le dîner. La vue de celle-ci dans un tablier de la farine sur la joue fit quelque chose se tordre dans sa poitrine. « Nous devons parler, » dit-il. Marie s'excusa rapidement, les laissant seuls. La société de Richard n'est pas la seule affaire. L'objet d'une enquête, dit Étienne. Ils enquêtent sur toutes les personnes liées à ces transactions immobilières, y compris moi. Claire posa la cuillère qu'elle tenait. « Es-tu en difficulté ?»« Je ne sais pas, peut-être. » Il rit amèrement. L'ironie, c'est que la plupart de ce qu'ils enquêtent s'est produit avant ton arrivée, avant que tu ne me fasses commencer à remettre les choses en question. Qu'as-tu l'intention de faire ? Étienne la regarda. Vraiment, la regarda. Elle avait perdu du poids ces derniers mois, mais c'était plus que ça. Elle se tenait différemment maintenant, plus confiante mais aussi plus réelle. Pas de vêtements de créateur ni de bijoux fantaisistes, juste une femme simple qui avait en quelque sorte bouleversé son monde. « Je pense à dire la vérité, » dit-il. « À propos de tout, les transactions douteuses, les pots de vin politiques, tout. » Les yeux de Claire s'écarquillèrent. « Cela pourrait te coûter tout, je sais, mais peut-être qu'il est temps de recommencer, de faire les choses correctement. » Il s'approcha d'elle. « M'aideras-tu ? Pourquoi voudrais-tu mon aide ? Parce que tu es la seule personne que je connais qui voit les choses clairement, qui n'a pas peur de dire la vérité. » Claire étudia son visage, cherchant un signe de manipulation. Mais tout ce qu'elle vit, c'était de la sincérité. Et quelque chose d'autre, quelque chose qui lui fit battre le cœur plus vite. « Et tes amis ? Le pari ? Je me fiche du pari maintenant. » Étienne toucha doucement sa joue couverte de farine. « Je me soucie de... » Mais avant qu'il ne puisse terminer, son téléphone explosa de messages. Quelqu'un avait divulgué l'histoire de leur mariage étant un pari à la presse. Les titres devenaient déjà viraux, le mariage d'un milliardaire révélé. Comme un jeu cruel. Claire recula, son visage pâlissant. « Savais-tu ça ? Non, je le jure. C'était Rebecca, n'est-ce pas ? Ou Victoria ? Pour voir si je craquerais sous la pression. Claire, s'il te plaît. » Mais elle reculait déjà, la douleur et la trahison claire dans ses yeux. « Tu sais ce qui est le pire ? Pendant une minute, j'ai vraiment cru que tu changeais. » Elle prit son manteau et se dirigea vers la porte.
Où vas-tu » Étienne la rappela. « Retournez là où je suis, dit-elle doucement. Ce jeu est terminé. La porte se referma derrière elle avec un dernier clic, laissant Étienne seul dans la cuisine, entouré du dîner à moitié fini et de l'odeur de la maison qu'il venait de commencer à apprécier. Dehors, les journalistes se rassemblaient déjà, affamés de scandales. Mais Étienne se fichait d'eux. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était le regard dans les yeux de Claire lorsqu'elle est partie, le même regard qu'il avait vu dans le miroir toute sa vie. Le regard de quelqu'un qui avait appris à ne plus faire confiance au bonheur. Dans son carnet abandonné sur le comptoir de la cuisine, Claire avait écrit une dernière entrée. Dernier jour, expérience terminée en raison d'un compromis émotionnel. Le sujet a montré un potentiel réel de changement, mais les influences environnementales se sont avérées trop fortes. L'implication personnelle a obscurci le jugement objectif. Conclusion. Certains jeux ont de vraies conséquences. Étienne prit le carnet, sentant son poids dans ses mains. Il devait la retrouver. Non pas pour le pari, pas pour sa réputation, mais parce que quelque part entre la prétention et la vérité, il était tombé amoureux de la seule personne qui l'avait vu pour ce qu'il était vraiment. Mais d'abord, il avait des choix à faire, à propos de la personne qu'il voulait être et de ce qu'il était prêt à perdre pour devenir cette personne. Le cirque médiatique qui suivit le départ de Claire fut exactement ce qu'avaient espéré Richard et Victoria. Tous les journaux et Magazine People ont publié l'histoire. Une femme sans abri fuit le pari cruel d'un mariage de milliardaire. Étienne a tout ignoré. Pendant 3 jours d'affilée, il a cherché Claire dans tous les centres d'hébergement de la ville. Il est allé au centre d'hébergement d'urgence Les Anges Gardiens, mais ses étudiants ne lui ont rien dit. Ils l'ont juste regardé avec déception et colère. « Elle t'a fait confiance, » dit Sophia, la fille de Marie, lorsqu'elle est venue chercher les affaires de sa mère. Nous l'avons tous fait. Marie elle-même avait démissionné le lendemain du départ de Claire, laissant une note qui disait simplement « Certaines choses comptent plus que l'argent, Monsieur Dubois. » Le 4e jour, Rebecca est apparue de nouveau à son bureau. « Tout ça va s'estomper, » dit-elle tranquillement. J'ai rédigé une déclaration expliquant que tout était un malentendu. Nous pouvons faire tourner ça, te faire passer pour la victime d'une femme rusée. Étienne la regarda, comprenant soudainement. C'était toi, n'est-ce pas? Tu as divulgué l'histoire du pari. Rebecca n'a même pas essayé de le nier. Je t'ai rendu service. Cette femme te changeait, te rendant faible. L'ancien Étienne Dubois n'aurait jamais envisagé d'avouer à l'AMF, autorité des marchés financiers, ses transactions immobilières. Sortez, Étienne, soyez raisonnable. Sortez. Il frappa du poing sur le bureau, la faisant sursauter. Et dites à Richard et Victoria que leur plan a fonctionné. Claire est partie, mais leur protection aussi. Je vais dire la vérité sur tout. Après son départ, Étienne resta seul dans son bureau, regardant les toits de la ville. Il avait passé toute sa vie à construire cet empire, à jouer à leur jeu en pensant que la richesse et le pouvoir étaient tout ce qui importait. Maintenant, tout semblait vide. Il prit son téléphone et fit un appel qu'il aurait dû faire il y a des jours. « Harold, j'ai besoin que tu organises une rencontre avec l'AMF, autorité des marchés financiers, et appelle à une conférence de presse. Il est temps de dire la vérité. » Son avocat a essayé de le dissuader, mais Étienne avait pris sa décision. Cet après-midi-là, il se tenait devant une salle pleine de journalistes et a dit la vérité sur tout, les accords. Corrompu, les pots de vin, tout, il s'est impliqué lui-même ainsi que Richard, Victoria et tous les autres impliqués. « J'ai passé ma vie à traiter tout comme un jeu, » a-t-il dit dans la mer de Flash. « J'ai blessé des gens sans penser aux conséquences, mais quelqu'un m'a appris que le vrai changement commence par dire la vérité. Les retombées furent immédiates. L'action de sa société s'est effondrée. Ses anciens amis l'ont abandonné. L'AMF, autorité des marchés financiers, a lancé une enquête complète. Mais pour la première fois de sa vie, Étienne se sentait propre. Ce soir-là, il retourna sur le banc du parc où il avait rencontré Claire pour la première fois. À sa grande surprise, il trouva son carnet là l'attendant. À l'intérieur se trouvait une nouvelle entrée. « J'ai entendu tes aveux aux informations. C'était courageux. Stupide, mais courageux. Le centre d'hébergement a besoin de professeurs d'alphabétisation financière le mardi soir, si tu es intéressé. Certaines choses comptent plus que l'argent.
Ce n'était pas signé, mais une adresse était écrite en bas. Non. Pas celle d'un centre d'hébergement, mais celle d'un petit café à Montmartre. Lorsqu'Étienne entra dans le café le lendemain matin, Claire attendait à une table près de la fenêtre. Elle avait l'air différente. Elle s'était coupé les cheveux plus courts et elle portait un simple jean et un pull. Mais ses yeux étaient les mêmes, clairs et perspicaces. « Tu as l'air terrible », dit-elle lorsqu'il s'assit. Il savait qu'elle avait raison. Il n'avait pas dormi depuis des jours, son costume coûteux était froissé et il avait des cernes sous les yeux. Oui, eh bien, avouer des crimes fédéraux n'est pas bon pour le teint. Un fantôme de sourire traversa son visage. « Pourquoi as-tu fait ça ?»« Parce que tu avais raison. À propos de tout. Les jeux, la corruption, la façon dont nous avons tous fait semblant que nos actions ne blessaient pas de vraies personnes. » Il prit une profonde inspiration. « Et parce que je t'aime. » La tasse à café de Claire se figea à mi-chemin vers ses lèvres. « Quoi, je t'aime? Non pas à cause du pari, pas parce que tu m'as changé, mais parce que tu m'as vu le vrai moi, et tu n'as pas détourné le regard. Même lorsque le vrai moi était assez affreux, tu pourrais aller en prison. Probablement. Mes avocats disent qu'avec coopération, peut-être 5 ans. Tu vas tout perdre. J'ai déjà perdu ce qui compte le plus lorsque tu es parti. » Claire posa soigneusement sa tasse. « Ce sont de jolis mots, Étienne. Mais comment puis-je savoir que ce n'est pas juste un autre jeu ?» Au lieu de répondre, il sortit une pile de papier de sa mallette. « Qu'est-ce que c'est ? Document de cession de propriété. Je signe la moitié de mes avoirs restants pour créer une fondation. Pour l'éducation financière, les prêts aux petites entreprises, le développement de logements abordables. Une aide réelle pour les vraies personnes. » Il fit glisser les papiers sur la table. « Je veux que tu la diriges. » Claire regarda les papiers, puis lui. « Pourquoi moi ? Parce que tu es la seule personne en qui j'ai confiance pour le faire correctement. Pour que l'argent aide réellement les gens au lieu de simplement faire en sorte que les riches se sentent bien dans leur peau. » Il réussit un petit sourire. « De plus, tu es un peu qualifié, docteur Dupont. Tu as enfin fait cette enquête. De moralité, hein ? J'avais du temps libre entre l'aveu de crime et les menaces de mort de mes anciens amis. » Claire rit malgré elle, et le son fit remonter le cœur d'Étienne. Puis elle redevenait sérieuse. « Et le pari ? Tes amis ? Je pense qu'avouer leurs crimes règle assez bien ma position à ce sujet. » Il tendit la main à travers la table, prenant sa main. « J'en ai fini avec les jeux, Claire. Quoi qu'il arrive ensuite, prison, pauvreté, honte publique, je veux y faire face en tant que personne que tu croyais que je pouvais être. » Claire regarda leurs mains jointes. « La fondation est une bonne idée, mais j'aurais besoin d'un co-directeur, quelqu'un qui comprenne les deux mondes. » Après leur sortie de prison, bien sûr. Étienne sentit l'espoir monter en lui. « Est-ce un oui ? C'est un peut-être. Beaucoup de choses peuvent arriver en 5 ans. Je le prends. » Il serra sa main. « Cela signifie que tu viendras me rendre visite en prison, seulement si tu enseignes le cours d'alphabétisation financière à la bibliothèque de la prison. » Accord. Ils restèrent assis en se tenant la main, regardant la foule du matin se précipiter dehors. 2 personnes de mondes différents qui avaient trouvé quelque chose de réel au milieu d'un jeu. Et peut-être que c'était la plus grande victoire de toutes. Les semaines suivantes passèrent dans un flou de réunions juridiques, de conférences de presse et de décisions difficiles. Les aveux d'Étienne avaient déclenché une réaction en chaîne qui avait ébranlé le monde des affaires parisien jusqu'à son cœur. Richard Moreau fut arrêté alors qu'il tentait de fuir le pays. Victoria Delacroix passa un accord avec les procureurs pour témoigner contre tous les autres. Le maire a annoncé sa démission. Tout au long de cela, Claire resta. Pas aux Pentouses. Elle avait son propre petit appartement à Montmartre maintenant, mais elle était là tous les matins au café, écoutant Étienne parler de ses peurs et de ses projets pour la fondation. « Le conseil veut geler les actifs de la fondation », dit Étienne un matin remuant son café distraitement. « Ils disent que je n'étais pas dans mon bon sens lorsque j'ai tout signé. »« L'étais-tu » demanda Claire doucement. « Dans mon bon sens ? Probablement pas. J'étais privé de sommeil, effrayé et désespérément amoureux. » Il la regarda avec un petit sourire. « Je le suis toujours, en fait. Mais c'était la première chose complètement honnête que j'ai faite depuis des années. » Avant que Claire ne puisse répondre, le téléphone d'Étienne vibra. C'était son avocat. « Le procureur veut se rencontrer, »
dit-il, après avoir raccroché. Ils proposent un accord. La main de Claire trouva la sienne à travers la table. Il s'était habitué à ces petites touches ces derniers temps, chacune étant un petit pont entre leurs mondes. À quel point c'est mauvais, 3 ans au lieu de 5. Si je témoigne contre toutes les personnes impliquées dans les transactions immobilières. Il serra sa main. Je dois leur donner une réponse demain. Qu'est-ce que tu penses? Je pense à Sophia, à tes étudiants au centre d'hébergement, à toutes les personnes que ces transactions corrompues ont blessées. Il croisa son regard. Je vais l'accepter. Ce soir-là, ils ont dîné chez Claire, un petit appartement d'une chambre qui coûtait moins cher par mois qu'un des anciens costumes d'Étienne. Il avait commencé à le préférer à son penthouse vide. Cela ressemblait à une maison. « Je veux t'épouser », dit-il soudainement, alors qu'ils lavèrent la vaisselle côte à côte. Pour de vrai cette fois. Claire a failli laisser tomber une assiette. « Tu vas aller en prison, je sais. Le mauvais timing a toujours été ma spécialité. » Il s'essuya les mains et se tourna vers elle. « Mais je veux faire ça correctement. Pas de paris, pas de jeu, pas d'arrière-pensée. Juste, nous, Étienne. Tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Mais je veux que tu saches, ces derniers mois, même avec tout ce qui s'effondrait, ont été la chose la plus réelle de ma vie. » Claire le regarda. Cet homme qui avait tout perdu et qui s'était en quelque sorte trouvé dans le processus, qui avait échangé le pouvoir contre la vérité, l'arrogance contre l'humilité. « Repose-moi la question, dit-elle doucement. Lorsque tu sortiras, si tu ressens toujours la même chose alors... » Il la prit dans ses bras, et ils restèrent dans sa petite cuisine, se tenant l'un l'autre tandis que la ville bourdonnait dehors. Le lendemain matin, Étienne rencontra les procureurs. Il leur a tout raconté, renonçant à sa liberté en échange de la vérité. Mais avant qu'il ne l'emmène, il a eu une dernière réunion. Le centre d'hébergement d'urgence, les Anges Gardiens, était calme lorsqu'il est entré. Un épi, simple pullover. Ses costumes de créateur donnaient à un programme aidant les chômeurs à trouver du travail. Les étudiants de Claire l'attendaient, les mêmes qu'il avait enseignés des mois auparavant, lorsqu'il avait commencé à voir le monde différemment. « Je ne peux plus enseigner ici, leur dit-il. Du moins, pas pour quelques années. Mais la Fondation maintiendra le programme. Claire s'en assurera. Nous savons pourquoi vous partez, dit le vieil homme qui l'avait interpellé lors de son premier jour. Il a fallu du courage, ce que vous avez fait. Vous opposez aux riches. J'étais l'un de ces riches, lui rappela Étienne. Non, dit l'homme en secouant la tête. Vous l'étiez, mais plus maintenant. Maintenant, vous êtes juste un type qui essaie de réparer les choses. Après le cours, Claire le trouva assis seul dans la salle de classe. Prêt? Demanda-t-elle doucement. Non, mais il est temps. Ils sortirent ensemble dans la matinée ensoleillée. Des reporters attendaient. C'était toujours le cas ces jours-ci, mais Étienne ne les remarquait presque plus. Je viendrai vous voir chaque semaine, promit Claire, et je vous enverrai des nouvelles de la Fondation. Et Sophia? Vous continuerez à l'aider en maths? Bien sûr. Marie envisage même de la laisser faire un stage à la Fondation l'été prochain. Étienne sourit, se souvenant de l'adolescente en colère qui l'avait confrontée après le départ de Claire. Elle dirigera l'endroit un jour. Probablement, le monde change, Étienne, grâce à vous. Grâce à nous, corrigea-t-il. Son avocat l'attendait près de la voiture qui devait l'emmener au palais de justice. Mais avant de monter, Étienne se tourna une dernière fois vers Claire. Je voulais dire ce que j'ai dit, à propos de vous épouser, à propos de tout. Je sais. Elle lui redressa le col, comme elle l'avait fait ce soir-là au gala qui semblait appartenir à une autre vie. 3 ans, ce n'est pas si long. Assez long pour obtenir un diplôme en travail social, dit-il avec un petit sourire, puisque je vais enseigner en prison de toute façon. Toujours transformer tout en opportunité, dit-elle en secouant la tête, mais elle souriait. J'ai appris des meilleurs. L'avocat toussa, leur rappelant qu'ils avaient un emploi du temps. Étienne lança un dernier regard à Claire, mémorisant son visage, ses yeux, la façon dont le soleil du matin captait ses cheveux. « Je t'aime, dit-il simplement. « Je t'aime aussi, répondit-elle, et les mots sonnèrent comme une promesse. Alors que la voiture s'éloignait, Étienne observa Claire dans le rétroviseur, jusqu'à ce qu'elle disparaisse de sa vue. Il allait en prison. Son empire était en ruine, et son ancienne vie était partie pour toujours. Mais pour la première fois, il se sentait vraiment libre. Dans son appartement ce soir-là, Claire ouvrit son carnet une dernière fois. Mise. À jour final, la transformation du sujet semble complète. L'expérience a évolué vers quelque chose d'inédit.
l'objectivité personnelle compromise au-delà de toute réparation, mais peut-être était-ce le but depuis le début. Parfois, les données les plus précieuses proviennent du cœur. Elle ferma son carnet et le rangea. Le prochain chapitre de leur histoire n'aurait pas besoin de documentation. Il n'aurait besoin que d'amour, de vérité et du courage, de continuer à choisir ce qui est juste, même si cela signifiait attendre 3 ans pour dire oui. Le temps passait différemment en prison. Étienne le marquait par les visites hebdomadaires de Claire, par les lettres de Sophia concernant la fondation et par les cours d'éducation financière qu'il enseignait à la bibliothèque de la prison. « Mec, je n'arrive toujours pas à croire que vous avez abandonné votre statut de milliardaire, dit Marcus, l'un de ses élèves, pendant le cours. Pour une femme. Pas pour une femme, corrigea Étienne en écrivant au tableau. Pour la personne que je voulais être. Il était en prison depuis 18 mois maintenant, et aussi, étrange que cela puisse paraître, il avait trouvé une sorte de paix ici. Sa cellule était plus petite que son ancien placard, son uniforme n'avait rien à voir avec ses costumes de créateur, et son emploi du temps était fixé par les autres. Mais il faisait quelque chose qui avait de l'importance. Pendant ce temps, Claire transformait la fondation. Chaque visite apportait des nouvelles d'un autre programme réussi, des prêts aux petites entreprises pour les anciens sans-abri, des initiatives éducatives, des projets de logements abordables. Elle ne prenait jamais de décision sans consulter la communauté, n'oubliant jamais les leçons qu'elle avait apprises dans la rue. « Les anciens membres du conseil me détestent, dit-elle à Étienne lors d'une visite, les yeux brillants d'amusement. Ils disent que je suis trop radical, trop concentré sur le changement réel au lieu des galas de luxe. Bien. » Étienne tendit la main à travers la table de la salle de visite pour lui prendre la main. « C'est exactement pourquoi je voulais que vous soyez responsable. » Il s'était installé dans une routine. Claire rendait visite tous les samedis matins, apportant des nouvelles de la fondation, des histoires sur les candidatures universitaires de Sophia et des nouvelles de leurs anciens amis. Victoria Delacroix avait obtenu une liberté conditionnelle en échange de son témoignage. Elle écrivait maintenant un livre révélateur sur le monde des affaires corrompu de Paris. Richard Moreau purgeait une peine de 10 ans, toujours amer et en colère contre la trahison d'Étienne. Rebecca avait déménagé à Los Angeles, où elle défendait d'autres hommes d'affaires corrompus. « Marie a demandé de vos nouvelles, » dit Claire lors d'une visite. Elle envisage de revenir travailler pour nous. À la fondation cette fois, comment se porte son commerce de crêpes? Il se développe. Le prêt aux petites entreprises de la fondation l'a aidé à se développer. Elle organise maintenant des événements d'entreprise. Étienne sourit, se souvenant de ses soirées dans la cuisine où tout a commencé à changer. « Gardez-moi une de ces crêpes pour quand je sortirai. » Mais ce n'étaient pas toutes de bonnes nouvelles. Certains jours, Claire arrivait fatiguée et frustrée. « Le conseil municipal bloque notre nouveau projet de logement, » dit-elle un samedi pluvieux. « Ils disent donc que c'est une question de zonage, mais nous savons tous que c'est parce que leurs amis promoteurs ne veulent pas de logement abordable dans ce quartier. Que vas-tu faire ?» Les yeux de Claire prirent ce regard déterminé dont il était tombé amoureux. « Me battre. Nous avons organisé des réunions communautaires, recueilli des signatures. Sophia a même lancé une campagne sur les réseaux sociaux. Sophia dirigera le monde un jour, dit Étienne avec fierté. Elle a été acceptée à Sciences Po, bourse complète. » Claire rayonnait. Elle veut étudier l'aménagement urbain et les politiques sociales, suivant les traces de son mentor. En fait, Claire serra sa main, elle dit qu'elle a été inspirée par nous deux. Le professeur qui a vécu dans la rue pour comprendre la pauvreté et le milliardaire qui a tout abandonné pour lutter contre la corruption. Étienne sentit sa gorge se serrer. « Je ne mérite pas ce genre d'admiration. »« Si, vous avez changé tant de vies, Étienne, non seulement avec de l'argent, mais en montrant aux gens qu'il n'est jamais trop tard pour choisir un chemin différent. » Dans sa cellule ce soir-là, Étienne lut la dernière lettre de Claire. Elle écrivait toujours entre les visites, remplissant des pages de détails sur la fondation, leurs amis, ses espoirs pour l'avenir. Le jardin du centre d'hébergement. D'urgence, les anges gardiens est en fleurs, écrivit-elle. Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit, à savoir que rien de bon ne pouvait pousser en ville? Vous aviez tort à ce sujet, tout comme vous aviez tort sur tant de choses. Les bonnes choses peuvent pousser n'importe où, si vous leur en donnez l'occasion. Il toucha les mots doucement, se souvenant de la façon dont il l'avait autrefois qualifié de simple cas de charité. Maintenant,
Elle dirigeait sa fondation mieux que lui, changeant des vies, luttant contre le même système corrompu dont il avait autrefois fait partie. Lors de son appel mensuel avec Sofia, elle lui a parlé de ses projets pour l'université. « Je vais étudier comment faire fonctionner les villes pour tout le monde », dit-elle avec enthousiasme. « Pas seulement les riches. Et devinez quoi? J'utilise votre histoire dans mon essai de candidature. Mon histoire sur la façon dont les gens peuvent changer. Comment faire ce qui est juste est plus important que d'être riche. » Après l'appel, l'un des gardiens, qui était devenu une sorte d'ami, remarqua l'expression pensive d'Étienne. « Ça va, Dubois ?»« Oui. » Étienne sourit. « Je réalise simplement que perdre tout était la meilleure, chose qui me soit jamais arrivée. » Sa cellule était maintenant recouverte de photos, la remise de diplôme de Sofia, l'ouverture du nouveau restaurant de Marie, la cérémonie de la première pierre de leur premier projet de logement abordable. Et sur chaque photo, Claire était là, les yeux brillants de détermination, son sourire réel et chaleureux. Lors de leur prochaine visite, Claire apporta des nouvelles qui lui firent bondir le cœur. « Il parle de libération anticipée, dit-elle. Votre témoignage les a aidés à élucider 3 autres affaires de corruption. Le procureur recommande une réduction de peine pour coopération. Combien de temps? 6 mois, peut-être moins. » Étienne sentit l'espoir le traverser. « Claire, je sais, sourit-elle. J'ai réfléchi à ce que vous avez demandé, à propos du mariage. Et je pense qu'il est temps que vous ayez ceci en retour. » Elle sortit la simple alliance qu'il avait achetée pour leur faux mariage. « Je l'ai gardée pour me rappeler que parfois les plus grands mensonges peuvent mener aux vérités les plus profondes. » Étienne prit l'anneau, ses mains tremblant légèrement. « C'est un oui? C'est un « redemandez-moi quand vous serez libre, proprement cette fois. Pas de pari, pas de jeu, juste de l'amour, juste de l'amour. » Alors qu'il la regardait partir ce jour-là, Étienne pensa à tout ce qu'il avait perdu, son argent, son pouvoir, ses faux amis, et à tout ce qu'il avait gagné, un but, la rédemption, et un amour qui avait commencé par un pari mais qui était devenu la chose la plus vraie de sa vie. Dans sa prochaine lettre à Claire, il écrivit « Je pensais autrefois que la vie consistait à gagner. Maintenant, je sais qu'il s'agit de devenir le genre de personne qui mérite d'être aimée par quelqu'un comme vous. » 2 ans et 4 mois après son entrée en prison, Étienne Dubois retrouva la liberté. La matinée était claire et lumineuse, un peu comme le jour où il avait rencontré Claire pour la première fois sur ce banc de parc. Elle l'attendait à l'extérieur des grilles avec Sofia et Marie. « Bienvenue », dit simplement Claire en le prenant dans ses bras. Il la serra fort, respirant le parfum familier de son shampoing, sentant la chaleur de son corps contre le sien. Lorsqu'ils se séparèrent, Sofia leur souriait. « La réunion du conseil d'administration de la Fondation a lieu demain, » dit-elle. « Ne soyez pas en retard pour votre premier jour en tant que co-directeur. Laissez-lui 1 minute pour respirer, » réprimanda Marie, mais elle souriait aussi. « Allez, j'ai préparé le petit déjeuner. De la vraie nourriture, pas cette bouffe de prison. » Ils se rendirent au restaurant de Marie, un endroit gai à Montmartre qui avait commencé par un petit prêt de la Fondation et était devenu un lieu favori du quartier. Le panneau fermé pour événements privés était sur la porte, mais à l'intérieur, l'endroit était plein de visages familiers. Les anciens étudiants d'Étienne du programme d'alphabétisation en prison, maintenant libérés et travaillant dans des programmes parrainés par la Fondation. Des personnes des cours d'hébergement de Claire, dont beaucoup possédaient maintenant de petites entreprises. Le vieil homme qui avait d'abord accueilli Étienne au centre d'hébergement d'urgence, les Anges Gardiens, était là avec sa fille, qui commençait l'université à l'automne grâce à une bourse de la Fondation. « Votre vraie famille », chuchota Claire en lui serrant la main. Au petit déjeuner, Étienne apprit combien de choses avaient changé pendant son absence. La Fondation s'était étendue à 3 autres villes. Sofia avait terminé sa première année à Sciences Po avec des notes parfaites. Marie avait ouvert son 10e restaurant. Le projet de logement abordable pour lequel Claire s'était battue était presque terminé, avec un centre communautaire portant le nom d'Étienne. Bien qu'il n'ait pas été au courant de cela. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il à Claire lorsqu'elle le lui dit. « Parce que les gens doivent savoir que le changement est possible, » dit-elle, « qu'il n'est jamais trop tard pour choisir un chemin différent. » Après le petit déjeuner, ils se rendirent au Jardin du Luxembourg. Le même banc était là, un peu plus usé maintenant.
Ils s'assirent ensemble, regardant les joggers du matin passé. « J'ai quelque chose à te montrer, dit Claire en sortant son vieux carnet. Je ne t'ai jamais montré ma dernière entrée. » Étienne prit le carnet, se tournant vers la dernière page. Là, dans l'écriture soignée de Claire, se trouvait une seule ligne. Conclusion. L'amour est la force la plus puissante de changement au monde. Sa vision se brouilla de larmes. Lorsqu'il leva les yeux, Claire était à genoux devant lui. « Que faites-vous ? Vous m'avez demandé 2 fois auparavant, dit-elle en sortant une simple alliance en or, une fois pour un pari, une fois avant la prison. Maintenant, c'est mon tour. Étienne Dubois, voulez-vous m'épouser ? Pas de pari, pas de jeu, pas d'arrière-pensée. Juste de l'amour. » Étienne rit à travers ses larmes. « Vous me volez ma réplique ? J'ai appris des meilleurs. »« Oui, » dit-il en la relevant dans ses bras. « Oui à tout. » Ils se marièrent 1 mois plus tard dans le jardin du centre d'hébergement d'urgence, les Anges Gardiens. Victoria vint, semblant plus humble maintenant, et s'excusa pour sa participation à tout cela. Richard envoya une lettre de prison, ne s'excusant pas exactement mais reconnaissant que peut-être Étienne avait choisi le bon chemin après tout. Rebecca avait envoyé un cadeau de mariage, qu'ils ont donné au refuge. Sophia était la demoiselle d'honneur de Claire, vêtue d'une robe qu'elle avait contribué à concevoir pour un programme de la Fondation, enseignant des compétences commerciales à des aspirants créateurs de mode. Marie a organisé la réception, ses célèbres crêpes étant le succès de la fête. Mais le moment le plus touchant est survenu pendant la cérémonie. Au lieu de vœux traditionnels, ils ont chacun lu un extrait du carnet de Claire. A lu sa première entrée. Le sujet présente des signes typiques du syndrome de privilège de la richesse, déconnexion complète de la réalité masquée par une confiance artificielle. Puis Étienne a lu son préféré. Le sujet montre une profondeur inattendue. Un intérêt authentique pour les questions sociales émerge. Une connexion personnelle se développe au-delà des paramètres expérimentaux. « Tu sais, dit-il pendant leur première danse, je ne t'ai jamais remercié. Pourquoi ? Pour avoir vu le vrai moi, même quand je ne pouvais pas le voir moi-même. » Claire posa sa tête sur son épaule. « Et je ne t'ai jamais remercié d'avoir été assez courageux pour changer. » Plus tard, ce soir-là, ils se tenaient dans le jardin, regardant les étoiles à peine visibles à travers les lumières de la ville. Leurs invités fêtaient encore à l'intérieur le son des rires et de la musique flottant au loin. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Étienne. « Maintenant, nous continuons à travailler, dit Claire. Il y a encore tellement de choses à faire, tant de vies à changer. Ensemble, ensemble. » 5 ans jour pour jour après leur premier mariage, ils se tenaient dans le même jardin. Mais cette fois, ils n'étaient pas seuls. Sophia était là avec son diplôme d'aménagement urbain, dirigeant la moitié des programmes de la Fondation. Marie avait ouvert son 10e restaurant. Le vieil homme du refuge enseignait maintenant des cours d'éducation financière en utilisant le programme carcéral d'Étienne. Et là, dans les bras de Claire, se trouvait leur fille de 6 mois, Hope. « Raconte-moi encore, demandera Hope des années plus tard, comment toi et papa vous êtes rencontrés. » Et Claire sourirait, regardant Étienne avec amour dans les yeux. « Eh bien, ma chérie, tout a commencé par un pari. Mais cela s'est terminé par quelque chose de beaucoup plus précieux. »« Quoi ? La vérité, dirait Étienne en les serrant tous les deux dans ses bras, que l'amour peut tout changer, parce qu'au final, ce qui avait commencé comme un jeu cruel était devenu la chose la plus réelle de leur vie. Et cela valait plus que tout l'argent du monde. Entrée finale, écrivit Claire dans un nouveau carnet, celui-ci pour que Hope le lise un jour. Certains paris, on les gagne en perdant. Certains jeux vous changent à jamais. Et parfois, le plus grand risque de tous est de se laisser aimer complètement, honnêtement, sans aucune garantie, sauf la vérité dans votre cœur. Et ce n'était que le début de leur véritable histoire.